l'AES, quelle relation avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, depuis ce mercredi 29 juillet, date officielle de la sortie de ces trois pays du bloc sous-régional. Nous allons partir également en Afrique centrale, plus précisément en République démocratique du Congo, où la guerre fait rage. Peut-on parler d'un silence coupable de la communauté internationale? Bonsoir à tous, nous sommes mercredi soir et c'est l'heure de votre émission L'actu en débat, le magazine de la rédaction qui débat de l'actualité nationale et internationale. Pour aborder ces thèmes, nous recevons pour vous Laya Diara, journaliste au quotidien Soir de Bamako. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Nous avons également avec nous Brahma Soulo, qui est journaliste, correspondant de médias au Mali. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, Paul Yapi. Alors, nous allons aller vivre dans le vif du sujet. L'actualité oblige, actualité très chaude. Les trois pays membres de l'AES quittent la CEDEAO ce 29 janvier. Conformément au test de l'institution régionale, le bloc sahélien a multiplié ces dernières semaines des actes qui marquent sa rupture définitive avec l'organisation ouest-africaine. Et le dernier en date, bien sûr, c'est l'annonce de la mise en circulation de son propre passeport en remplacement de celui de la CEDEAO. Sous le 29 janvier, on se dit sortir à l'amiable ou sortir pour mieux réfléchir? Bon, ce qu'on peut dire, comme vous l'avez dit, l'annonce du retrait sans délai des trois pays de l'AES, désormais confédération, a été annoncée le 28 janvier 2024. Et aujourd'hui, conformément, comme vous l'avez dit, au règlement de la CEDEAO, c'est un an après que les États vont pouvoir définitivement sortir de l'institution. Et aujourd'hui, chose faite, c'est 29 janvier 2025, le Mali, le Burkina Faso, le Niger ne sont plus membres de la CEDEAO. Qu'à cela ne tienne, cette sortie, quand même, quand on s'en tient au communiqué de la CEDEAO, parce que c'est de ce côté-là qu'on craignait, sinon les trois pays de l'AES avaient quand même anticipé la sortie en accompagnant des mesures par rapport aux documents de circulation. D'accord, revenons bien sûr sur ces mesures-là. Là, il y a comment est-ce que vous voyez cette sortie des pays de la CEDEAO? Bon, ça va dans l'ordre normal des choses, parce que après l'annonce du retrait des trois États en janvier 2024, je crois qu'il a évoqué, et le temps ayant écoulé, je crois que le 29 janvier 2025, ce doit être vraiment la fin du processus qui a été enclenché. Parce que je me rappelle qu'avant, il y a eu une rencontre des chefs d'État de la CEDEAO, un sommet, au terme duquel il a été notifié aux États qui désirent partir de quitter qu'ils peuvent encore disposer d'un délai supplémentaire, un délai de grâce, mais la réaction a été immédiate. On n'en veut pas. Ça veut dire que c'est irréversible, comme ils l'ont dit dans le discours, qu'on veut partir et on est parti. Maintenant, on parle, ça a des implications. Et c'est ce qui préoccupe. Justement, la préoccupation, quand c'est vrai que la CEDEAO a fait sortir son communiqué, ils disent que par rapport à, je peux parler même du thème humanitaire, par rapport à la population, ils maintiennent tout ce qui était en place, donc c'est pour dire que c'est comme si on divorçait mais refusait d'aller à la maison, quelque part. Bon, c'est ça, parce que quand on voit les trois pays membres de la CEDEAO, leurs reproches, leurs griefs qu'il y avait contre la CEDEAO, c'est d'être une organisation des chefs d'État. Et aujourd'hui, avec ces communiqués, on a vu que la CEDEAO a mis en avant les intérêts des populations, en maintenant que les populations peuvent circuler avec les documents nationaux, avec mention de la CEDEAO jusqu'à nouvel ordre. Donc, ce qui veut dire que à ce niveau, la CEDEAO a quand même entendu, en quelque sorte, le cri de cœur de ces trois pays-là, qui disait que la CEDEAO s'en foutait le sort des populations. Et aujourd'hui, avec ces communiqués publiés par l'institution basée à Abuja, on se rend compte qu'elle se préoccupe aussi des populations. Donc ça, oui, c'est parce que, comme je le disais tantôt, c'est
ça avait été anticipé par les 3 pays de l'AES, parce que dans leur communiqué, ils avaient mentionné que au niveau de l'AES, les documents de la CEDEAO, la libre circulation entre les pays membres de la CEDEAO et l'AES, ça sera libre comme sous l'AES. Donc on se demandait à l'époque même, est-ce que on ne veut pas le beurre l'argent du beurre et le beurre. On se demandait à l'époque, si vous vous souvenez. Donc aujourd'hui, on a vu qu'ils ont eu l'argent et l'argent du beurre. Donc en quelque sorte, oui, il y a eu divorce, mais ce divorce, vous l'avez demandé à l'entame, c'est un divorce à l'amiable. Ok. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, 29, c'est acté, 3 pays sont plus membres de la CEDEAO. C'est vrai que la CEDEAO dit qu'on maintient toujours les mêmes relations, mais en dehors de cela, c'est que quand on le veut, on ne veut pas, il y aura des implications tôt ou tard. C'est clair. Et ce que je veux dire à ce propos, c'est que vous vous rappelez que il y a eu une rencontre d'abord à Ouagadougou. Les chefs d'État se sont réunis et à l'issue de la réunion, c'était à la veille même de la réunion du sommet des chefs d'État de la CEDEAO. Et dans le communiqué final, qu'est-ce qui a été dit? Donc, ça veut dire que on sort, on va à l'AES, mais on ne va pas se fermer aux autres d'espace. Ça veut dire qu'on fait déjà une offre à la CEDEAO. Donc, je crois que c'est une façon intelligente de ne pas subir le courroux des chefs d'État de la CEDEAO après le retrait. C'est-à-dire qu'ils vont prendre des mesures contraignantes qui vont faire mal dans ces États qui ont décidé de partir. Maintenant, quand on sort, la conséquence logique, c'est que quand tu n'as pas quelque chose, tu ne dois rien prétendre de ça. On est sorti de la CEDEAO. Maintenant, on sait que le fait d'être membre de cette organisation sous-régionale, ça a les avantages. Ça a des avantages, parce que c'est comme un contrat. C'est des droits et des obligations. Mais en termes d'implications, vous savez, quand on quitte, ça a des implications socio-économiques, ça a des implications financières, ça c'est des implications sécuritaires. Et tout ça là, ça va venir, parce que, c'est vrai, ils ont produit un communiqué aujourd'hui même pour dire que, bon, on demande aux autorités, en tout cas des États, en tout cas de faciliter, de toujours faciliter la libre circulation des personnes aux détenteurs de la carte CEDEAO, c'est-à-dire passeport CEDEAO et carte d'identité. Ça veut dire que jusqu'à nouvel ordre, ça veut dire qu'il va arriver un moment où on va dire que bon, c'est fini. C'est fini. Désormais, les implications sont aussi au niveau des 3 États. Il y a combien d'agences régionales? Il y a, au niveau de ces agences, combien de compatriotes, de citoyens de ces États sont employés? Bon, en termes de ressources financières, au niveau même de la BOAD a des engagements dans pratiquement tous ces États, dans les 3 pays, Niger, Mali et Burkina. C'est des gens qui travaillent. Beaucoup de financement. Beaucoup de financement. Mais quand on quitte l'organisation, je crois que c'est tout ça là qui va être suspendu et je crois que ça a un impact considérable sur la vie des populations dans les 3 États. Mais malheureusement, en tout cas au niveau des populations, on ne mesure pas la portée de tout ça. Justement, parlons du passeport sous le génie avec vous, parce qu'on sait que les passeports, c'est vrai qu'on parle de passeports, mais on sait que les passeports, c'est des trucs qui sont notés, il y a des passeports, il y a des critères pour les passeports. Alors là, je prends carrément le classement de Hélène Partner, qui a fait sortir les classements 2025 des passeports africains, les plus puissants. Regardez-vous bien, tenez-vous compte bien. Première, Seychelles. Et puis, Seychelles occupe le 25e rang mondial. Deuxième, l'île Maurice. 3e, l'Afrique du Sud. 4e, le Botswana. 5e, Namibie. 6e, Lesotho. 7e, Eswatini. 8e, Malawi. 9e, Kenya. 10e, Maroc. Même pas un pays de l'Afrique de l'Ouest. Sur le plan au niveau du continent, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, le passeport qui a le plus de vues, c'est Gambie, avec 71% de la place mondiale, suivi du Cap-Vert, du Bénin, du Ghana. Et regardez-vous bien, même la Côte d'Ivoire, qui est un pays qu'on parle, se positionne en 6e position. Est-ce que de tous ces clients passeports, est-ce que toutes ces implications vont pas avoir des impacts sur les populations qui vont se déplacer dans tout espace? Oui, parce qu'on en avait dit en fait. Le problème c'est que ça ce sont des poids et ça a un rapport avec la vie même de la nation des pays en question.
individuellement, ça c'est au niveau individuel. Cela ne veut pas dire que parce que c'est pourquoi la CEDEAO a voulu que, au lieu que ce soit des passeports des pays individuels, qu'il y ait un passeport commun où tous les pays membres, les 15 pays membres de la CEDEAO, c'est ça le poids en fait. C'est pourquoi nous on a dit, même quand on a annoncé le départ de la CEDEAO, on ne peut pas quitter une organisation de 15 membres pour créer une organisation de 3 membres pour prétendre être la meilleure. Ça ne peut pas, quel que soit alpha l'espace qu'on a, c'est vrai on a l'espace. Au Mali on a 1 million et quelques kilomètres carrés, mais la densité humaine n'y est pas. Le Mali, on est pauvre en ressources humaines, ça il faut le dire. Côté alphabétisation, on est à combien aujourd'hui? Donc quand on prend tout ça en place, par exemple, les gens qui demandent, qui disent on soutient la sortie de la CEDEAO et autres là, sur les 20 millions de Maliens, combien manifestent? Hier, j'étais à la charte, enfin à la Kourfa, à Kangaba, pour ça, le CDM, le collectif de soutien aux militaires là. Ils ont organisé leur activité. Ils étaient combien là-bas? Mais ils ont parlé au nom de tous les peuples de l'AES, toutes les populations du Mali. Mali, 20 millions de personnes, ils étaient à peine 1 million de personnes là-bas. Donc 1 million de personnes, c'est pas 1 million, 1 million de personnes là-bas. Donc c'est de dire qu'à ce niveau, on a un problème de densité humaine. Donc sur ce point, quand on sort et que, comme Laya l'a dit, à un moment donné, la CEDEAO va dire l'état de grâce est fini, on revient à la réalité des choses, vous allez avec vos passeports et c'est là où on va commencer à dire, tiens, et si on restait à la CEDEAO? Alors, justement, je viens à ta question. Vous disiez tout de suite que vous étiez à Kangaba pour une manifestation, qu'il y avait 1 million de personnes. Je dis, sur à peine, non. Est-ce que tu te bases sur quels critères pour dire que la mobilisation valait au moins 1 millier? Non, j'ai dit sur la population, c'est la proportion que j'ai pris quoi. J'ai pris la proportion. Bon, je dis rapidement pour fermer ce chapitre, quand on fait un retour en arrière, quand on regarde bien, de façon 3 ans après, concrètement, quand on va à l'AES, est-ce que c'est pas ces 3 chefs, les 3 pays n'ont pas décidé de quitter simplement l'institution sous-régionale pour éviter seulement les sanctions, quand on regarde aujourd'hui? Bon, souvent c'est ce que l'on dit dans certains milieux, hein. C'est vrai. Parce que quand on est dans la CEDEAO, on est obligé de se soumettre, en tout cas aux règles qui régissent cette organisation. Bon, maintenant, quand on quitte, la CEDEAO n'a aucun droit d'exercer de la pression sur nous. Donc ça veut dire que on gère. Donc, justement, parce que je dis cela pour vous, pour que vous puissiez intervenir là-dessus. On a remarqué que chaque fois, quand on soit la CEDEAO doit faire une rencontre, l'AES prend déjà le pas, ils vont déjà rapidement faire une réunion et là, ils donnent déjà des signes pour dire qu'ils sont de bonne foi. Donc, quand on regarde, c'est que quelque part, ils font tout pour vraiment éviter toutes ces sanctions-là. Exactement. Le seul point de discorde entre la CEDEAO et l'AES, c'est aller aux élections. Laisser le pouvoir aux civils dans ces 3 pays. C'est le seul point de discorde. Et leur argument, c'est quoi? L'argument que nous avons ici, c'est que la CEDEAO ne nous a pas aidé quand on a des problèmes d'insécurité. Et depuis 2020, la CEDEAO ne nous aide pas, d'autres puissances nous aident, mais on est quand même toujours dans cette insécurité au Mali. On n'est pas sorti. 5 ans, mandat normal, d'un régime normal, constitutionnel, on n'arrive pas à voir le bout du tunnel. Donc, comme vous l'avez dit, effectivement, on ne veut pas subir les pressions de la CEDEAO pour dire aller aux élections. Sinon, si l'aspect sécuritaire pouvait être un argument pour sortir d'une organisation, le Nigeria pouvait sortir parce qu'avec Boko Haram, le Nigeria aussi a subi beaucoup de pertes, de kidnapping, on en a quand même vu assez pour le Nigeria. Donc, sur ce point, effectivement c'est triste, mais quand même, c'est qu'on peut aussi se poser la question aujourd'hui. L'AES va aussi se baser sur des textes et des protocoles. Donc, qui va transgresser ces règles? Parce que si on refuse de respecter les textes disant que voilà, c'est à notre désavantage. Aujourd'hui, l'AES, c'est 3 présidents. Aujourd'hui, on voit que l'AES, c'est 3 présidents. Tchani, général Assimi Goïta et Ibrahim. Dieu nous en préserve. Et qu'un d'entre eux parte aujourd'hui. Quand sera le sort de cette AES? Donc il y a tous ces aspects-là, parce que si on met des garde-fous, si on met des textes,
Ces textes doivent être respectés. Et pour montrer qu'on respecte ces textes, c'est dans une communauté. Voilà. Bien sûr. Au-delà de ça, il y a certains paramètres. Même dans le cadre de l'espace régional, il y a quand même des problèmes. Parce que vous savez, la CEDEAO, c'est la libre circulation des personnes et des biens. Mais malgré tout, un citoyen malien qui quitte, qui veut se rendre au Burkina, quand bien même on est dans la CEDEAO, il y a toujours des tracasseries. Quand tu vas en Côte d'Ivoire, c'est comme ça. Quand tu vas au Sénégal, c'est comme ça. Ne parlons pas quand on va. Ça veut dire, est-ce que quand on va être dans l'AES, on est dans l'AES, tout ça là va finir? Est-ce que tout ça va finir? Oui, ainsi. Donc la question reste posée et nous suivons l'évolution avec cette cohabitation AES-CEDEAO. Nous allons en RDC où une guerre fait ravage. Alors là, je vous pose la question. Aujourd'hui, quand on va se passer en RDC, est-ce qu'on peut dire que c'est un silence de la communauté, un silence coupable de la communauté internationale? Absolument, absolument. Parce que on ne peut pas être dans une situation d'escalade. On voit le feu partout, on voit des déplacés partout, on voit le sang partout. On ne fait que des discours de condamnation. Mais où est l'Union africaine? Où sont toutes ces organisations internationales et régionales qui doivent dire, allez, stop? Mais le peuple continue à souffrir en RDC. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter un tel sort? L'Union africaine, et surtout l'Union africaine, jusqu'ici, je n'ai pas connaissance d'une réaction de l'Union africaine, parce que des organisations sont créées pour prévenir et agir. Vous avez trouvé le mot, c'est un silence coupable de la part de ces organisations qui, face à la situation qui se passe en RDC. Face à cette situation sous l'eau, le Conseil de sécurité s'est réuni le dimanche en urgence et tenez-vous bien, on condamne seulement, on fait qu'on condamne. L'Union africaine qu'on parlait, juste demande de respecter le cessez-le-feu alors que la réalité sur le terrain est pitoyable. Est-ce que quelque part, toutes ces institutions ne sont pas en train d'activer le feu? Nous sommes dans un simplisme géopolitique qu'il faut éviter. Sinon, quand on voit les morts du côté des Goma, il y avait des morts aussi de la MONUSCO. Il y avait des morts aussi des organisations sous-régionales comme la CEAC. Donc, quand on voit ces implications, il ne faut pas dire qu'elles n'agissent pas. Parce qu'au Mali, on a condamné la CEDEAO parce que la CEDEAO n'a pas intervenu malgré que la première force, ou sinon les premières forces sur le sol malien en 2012 ou en 2013, c'était la MISMA. La MISMA, c'était quand même la CEDEAO. La force de la CEDEAO. C'était la force de la CEDEAO. Donc aujourd'hui, on parle du côté de CEAC, il y a eu 7 morts. Et du côté de MONUSCO, il y a eu 1 mort au moins. Donc, tout ça, c'est des implications des institutions internationales. Mais après, du côté diplomatique, c'est là où, du côté que ce soit ici au Mali ou dans d'autres pays, il nous faut une diplomatie qui joue bien son rôle. Par exemple, quand on voit un pays comme le Rwanda qui a 13 millions d'habitants et un pays comme la RDC qui a 100 millions, plus de 100 millions d'habitants, et que ces petits pays de 13 millions d'habitants diplomatiquement dominent. On entend beaucoup la voix sur la chaîne internationale, la voix rwandaise, on écoute la voix rwandaise plus que la voix de la RDC. On doit se poser la question du côté politique, du côté diplomatique. Qu'est-ce qui ne marche pas? Parce que tout n'est pas militaire. Si aujourd'hui le Rwanda se permet d'occuper Goma, la ville de Goma, pour dire, moi je mène une guerre préventive contre les forces de libération du Rwanda, ce qu'on appelle les forces démocratiques de libération de Rwanda, FDLR, c'est une force quand même que Kagame combat depuis son accession au pouvoir. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de ressources au Congo. Donc, on a dit qu'il y a eu comme en Ukraine avec les séparatistes. On a dit qu'au Congo aussi il y a eu quand même des accords que le gouvernement refuse de mettre en œuvre. C'est ça, sur ça, c'est base aujourd'hui Kigali pour aider les forces de M23. Ok, d'accord. Voilà, il faut mais comment est-ce que, attends, moi je ne comprends pas quand vous parlez, c'est vrai que je vous écoute bien, mais est-ce qu'il n'est pas concevoir? Tout le monde sait que cette guerre en RDC, c'est pas seulement que le Goma, il y a longtemps ça existe. La MONUSCO est dans ce pays. Depuis 30 ans, c'est depuis 30 ans. Comment se fait-il qu'on ne peut pas changer? Parce que là, on a vu des images où les militaires congolais se rendent à la MONUSCO. Exactement. Quel est réellement le rôle de la MONUSCO dans ce pays étant en guerre?
Il n'y a pas de problème. La MINUSCO, ce que je dis, la MINUSCO a quitté parce que la MINUSCO, c'est des forces des pays réunis. Quand on perd, la MINUSCO a subi des pertes. Non, mais je viens justement, comment c'est fait que la MINUSCO, c'est l'ONU, ils sont là et on a demandé même longtemps de changer même le mandat de ces gens. Ça a changé. Mais pourquoi est-ce qu'on a laissé ces gens venir en Goma? Il n'y a pas un problème qui... Le problème, c'est diplomatique. Le problème, c'est à ce niveau. Vous convenez avec moi que c'est vraiment une agression. Et ça n'a pas commencé maintenant. Oui. Prenons déjà le pouvoir de Kabila, Joseph Kabila. Mais la rébellion était soutenue par l'Ouganda et le Rwanda. Oui. Ils ont quitté, les troupes ont quitté l'Ouganda et le Rwanda pour s'infiltrer en RDC et prendre le pouvoir. Et quand Kabila est parti, qui est venu? C'est pas l'autre, le Joseph Désiré Kabila. Quand il est venu, il n'y avait pas de problème. C'est vrai. Kabila fils, oui. Kabila fils était là. Mais il y avait moins de problèmes que maintenant. Maintenant, avec la ressurgence de cette guerre, on doit se poser la question. Mais en réalité, le Rwanda est en train d'agresser un pays. Ouais, le Rwanda est en train d'agresser ce qui est inconcevable, c'est que le Rwanda est petit par rapport à... Mais la densité de la population ne fait pas ça. Justement, il y a la géostratégie qui est là aussi. Voilà, c'est pour ça qu'il faut dénoncer le laxisme, sinon le comportement, le silence de la communauté internationale et surtout des organisations africaines. Mais est-ce que à ce niveau, il ne fallait pas saluer aussi la force de la diplomatie rwandaise et la faiblesse, voire du côté de la RDC, sa faiblesse diplomatique. Je pense que la diplomatie, là c'est vrai, on a vu au Conseil de sécurité. J'ai refusé de nommer le Rwanda comme... La représentante de RDC lors du Conseil a été claire, elle a dit qu'elle ne comprend pas le silence du Conseil de sécurité par rapport à la agression du Rwanda. Oui, mais ça c'est ce qu'on veut faire croire aux populations civiles. C'est le discours que ici à l'AES on mène. Il ne faut pas oublier. C'est le discours qu'on mène. C'est le discours que les Africains... Attendez, le problème c'est quoi? Revenons doucement, revenons dans le débat. Capable d'agir avant même qu'au niveau international n'intervienne le Conseil de sécurité. Justement, enfin, je voulais venir par rapport à ça. Lui a parlé d'une force d'intervention rapide. Et cette force d'intervention rapide, parce que tous les organisations sur le continent sont en train de mettre en place. Vu le contexte qui se passe, parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? On revient un peu par rapport à l'histoire que nous subissons au niveau de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément au Sahel, avec la Libye. On a été tous amorphes. Il fallait dire amorphes, je parle des dirigeants qui ont été tous amorphes. Les conséquences sont là. Faut-il encore rester amorphes alors que c'est la RDC aujourd'hui? Demain, ça peut être un autre pays. Est-ce qu'il faut toujours continuer à rester silencieux par rapport à ces agressions des pays voisins? Oui, mais comme moi j'ai dit, diplomatiquement, parce qu'il ne faut pas aussi se fier à ces discours populistes, excusez-moi des termes, d'un ministre ou d'une ministre des Affaires étrangères sur la scène de l'ONU. Ce n'est pas le moment de faire des discours, il faut agir. La diplomatie, elle est souterraine. Il faut des actions souterraines pour pouvoir allier, avoir l'alliance des pays, des puissances. C'est ça que le Rwanda fait. Pourquoi la RDC ne peut pas faire ça? C'est ça, l'UA dont vous parlez. Le Rwanda est membre de l'UA aussi. Bien sûr. Donc l'UA ne peut pas aussi, dans un conflit entre pays voisins, s'immixer. Donc c'est pourquoi je dis que ce soit ici au Sahel, ou par exemple pour le cas du Mali, avec la frontière de Tizawantet, c'est la même configuration, le conflit qui se passe au niveau de Goma. Ouais. Goma, c'est la frontière, la ville frontière entre le Congo et le Rwanda. Au Mali, on a ce même cas. Est-ce qu'aujourd'hui, pour empêcher, on sait qu'on a chassé les rebelles de Kidal, ils sont à Tizawantet. On ne sait pas si ils sont à Tizawantet côté Mali ou Tizawantet côté Algérie. Si le Bamako aujourd'hui décide de dire qu'on a fouillé Tizawantet Mali, ils ne sont pas là-bas. Donc, il faut qu'on fait des frappes préventives côté Algérie. Donc, à ce niveau-ci, Bamako commence à avoir des arguments solides pour convaincre la communauté internationale pour dire si on ne frappe pas côté Algérie, nous, ici au Mali, on ne sera pas en liberté. Donc, si Bamako commence arrive à convaincre la communauté internationale, vous ne voyez pas. C'est ça, le discours rwandais. Il faut écouter le discours rwandais. Laissons le discours sur la partie sur un problème. Moi, ce que je dis, on parle ici avec le problème. Sont réalistes. Il s'agit, quand tu vois des troupes rwandaises, sur une guerre préventive, il faut pas oublier ça. Mon problème, c'est que
sur un territoire, est-ce qu'il y a oui, c'est en prévention. En dehors de ce qu'ils disent, ça c'est ce que tu dis, en dehors de ce qu'ils disent. Est-ce que tu penses que sous la Russie aujourd'hui est en train de faire un micro. Doucement, les combattants. Tout le monde sait qu'un pays qui agresse un autre pays, ça c'est déjà condamnable. Aujourd'hui, l'armée ivoirienne ne peut pas avoir un soldat sur le sol malien sans autorisation. Tout le monde le sait. Que ça soit au Burkina Faso, la présence des forces rwandaises sur le territoire congolais doit être condamnée ou elle doit être matée. C'est ce que je veux dire. Non, ça doit être condamné. Mais ce que je dis, si ça ne se fait pas, si vous voulez dire que la diplomatie rwandaise est plus forte que celle de la la diplomatie, faut-il laisser dans le jeu d'intérêt. Faut-il laisser des millions de personnes Moi je dis, le monde fonctionne avec des jeux d'intérêt. Si le Rwanda arrive à gérer ou à garantir les intérêts des gens. Parce que Goma aussi, c'est quand même une ville qui est-ce que ça doit justifier le silence les richesses de tout le monde souterraines incommensurable. Vous êtes d'accord avec moi? Et beaucoup de musulmans. Vous attendez parler, ce n'est pas le Rwanda qui a été agressé la RDC. Non. D'accord. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire concrètement? Parce que pour mettre fin à cela, il faut. Moi, je crois que au niveau de l'Union africaine, il faut tout de suite agir. Au niveau des organisations régionales et sous-régionales, d'abord, il faut agir. Parce qu'avant que la communauté internationale elle-même ne vienne, moi je crois qu'aujourd'hui, il faut voir, quand tu vois au quotidien, ce matin, hier, quand tu vois comment les populations se déplacent en milliers, sur le même en millions. Et aujourd'hui, tu vois que déjà, dans certaines localités du Congo, on s'attaque à des symboles. Oui. Il y a des ambassades qui... Moi, je ne peux pas comprendre que des soldats rwandais, congolais se rendent des armes et qu'on voit des images, les soldats... Le problème n'est pas à ce niveau-là. Alors, justement, on va refermer notre débat. Là, j'arrive, on referme le débat avec une sympathie. Aujourd'hui, cette guerre interpelle tout le monde. Il faudra qu'on se le dise. Nous sommes tous africains. Il est temps que nous revoions un peu notre stratégie de coaching, car la géostratégie ne pardonne personne. Il faudra, comme on l'a dit, chacun doit pouvoir mener, tirer le drap de son côté. Et je pense qu'on lance l'appel vraiment à l'UA, à tous les pays amis de la RDC, pour que vraiment cesse cette hécatombe qui n'a fait que trop durer. Merci, chers téléspectateurs. Ainsi se fait notre débat. Nos invités étaient Laya Diara, journaliste à Soir de Bamako, ainsi que Brahma Soulou, journaliste, correspondant de médias au Mali. Quant à moi, je vous dirai ça à notre compagnie. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu bénisse le Mali.